Donc, Attends, je descends. Voilà. alors, voilà, c'est donc les décisions, ça. Les décisions prises correspondent-elles aux recommandations? Alors, l'embolisation, les actes chirurgicaux effectués sont-ils conformes? Le docteur Marr aurait-il dû appeler du renfort? Alors, je vous laisse voter. Je demande juste à Céline de me dire comment je peux récupérer, pendant ce temps-là, les questions des internautes. Si tu peux, viens nous aider, Céline, ça serait formidable. Alors, voilà, ça commence à voter. Merci. En fait, il y a plein de questions. Alors, en fait, on va peut-être expliquer un tout petit peu les questions parce que Oui. ça a de l'importance. Est-ce que vous, en fait, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous, au moment où l'embolisation est évoquée, vous auriez pensé qu'il fallait envisager de faire une embolisation, ou est-ce que le tableau clinique tel qu'il s'était déroulé, les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez, vous aurait plutôt fait pencher pour une reprise chirurgicale? En fait, c'est la question qu'on vous pose. Alors, pour retrouver, maintenant qu'elle m'a mis là, alors, pendant que ça vote, je vais faire quelques petits commentaires. Il y a Patrick Fournet qui nous dit la littérature RPC, taux de réussite de la version externe, c'est 50%, c'est ce qu'on a, on n'est pas, mais je précise. Alors, quelqu'un demande, il s'agit d'une maternité avec SSPI, surveillance assurée par les sages-femmes, point d'interrogation, ou un IADE qui a appelé la sage-femme. Je pense que c'est la sage-femme qui était en fait dans... c'était pas dans une salle, c'est dans la salle de travail, on est en post-césarienne, c'est en général comme ça que ça se passe. Et donc là, c'était ce cas-là. La maîtrise des manœuvres externes n'est-elle pas obligatoire pour une obstétricienne? Non. Ça, tu as répondu, je pense que c'est pas le cas. La stratégie transfusionnelle n'aurait-elle pas pu être plus précoce et agressive? Je pense qu'on a répondu à cette question. Les 600 cc de la césarienne et les 600 cc de la laparo n'expliquent pas l'état hémodynamique. Alors, il est signalé à la reprise qu'il y a un hématome rétropéritonéal qui va être confirmé au CHU. Oui. Donc il y a plus que ce qu'il y a eu. La question, c'est est-ce que vous considérez, vous, devant le tableau clinique, que son état hémodynamique est expliqué par, on va dire, les saignements par voie basse ou l'hypothèse par la sage-femme d'une atonie utérine? Puisqu'en fait, on laisse les gens répondre à la question. Oui, il faut que je retrouve la question, c'est celle-là. Voilà. C'est est-ce que le tableau clinique, vous évoquez plutôt un saignement par atonie utérine, et qu'à partir de ce moment-là, en effet, on pouvait penser à une embolisation ou une solution médicamenteuse, ballonnet de Bacri, qui peut être fait sur les césariennes, d'ailleurs, embolisation d'Alador, ou est-ce qu'il fallait plutôt penser que l'état hémodynamique ne correspondait pas à ce qu'on vivait et qu'il fallait envisager une solution chirurgicale? En fait, c'est le sens de la question qu'on vous pose. Alors, les réponses, l'embolisation 0%, donc ça correspond visiblement pas aux recommandations. 8% répondent que les actes chirurgicaux effectués, ils sont conformes aux recommandations. Et 92% disent que le docteur Marr aurait dû appeler du renfort. Parce qu'ils nous ont écoutés. Parce qu'ils nous ont écoutés. Mais je pense que c'est logique. le renfort, l'appel au renfort, c'est dans toutes les aides cognitives, c'est la première ligne quasiment. Dès lors qu'il y a quelque chose qui se passe qui est grave, je pense qu'il faut appeler du renfort, surtout effectivement. Surtout qu'il ne faut pas oublier que pendant que vous êtes... La priorité, c'est évidemment la patiente et de délivrer les soins, mais il ne faut pas oublier de tracer aussi toute la prise en charge que vous allez faire. C'est pour ça que plus vous êtes nombreux dans ces situations-là, plus vous vous assurez d'avoir au fil du temps, quasiment minute par minute, cette feuille de surveillance qui est correctement remplie. Absolument. Parce que c'est très compliqué des années après de dire bah oui mais la feuille elle n'est pas complète parce qu'en fait j'étais occupé à autre chose. C'est entendable, mais malheureusement il vous manquera des éléments pour pouvoir justifier de votre prise en charge. Alors Hervé, tu dis que la réponse c'est que les actes chirurgicaux sont conformes. C'est ce que disent les internautes, c'est pas moi qui le dis. En effet, la RMM qui a été faite a conclu que les actes chirurgicaux, d'une façon globale, étaient conformes. Moi, je suis quand même un petit peu étonné par cette réponse parce que
ça a l'air de dire que les téléspectateurs que l'on a ont oublié qu'il y a un trait de refend qui n'a pas été revu lors de la première reprise. Donc il a été vu à la deuxième. Donc est-ce que là, vous considérez que la première reprise où on n'a refait que de refaire l'hystérotomie, la fermeture de l'hystérotomie, et qu'on n'a pas cherché à savoir autre chose, alors bien entendu, vous me direz que c'est un biais cognitif et que je connais la réponse, donc c'est ça. Mais je suis quand même étonné de cette réponse, pour ma part. Toi, tu aurais fait quoi à la première reprise Bah, du coup, déjà, qui n'a pas été fait compte tenu du lieu où ça s'est passé, on pouvait envisager du fait qu'il y avait un retard à la demande de l'embolisation et que l'embolisation était refusée, quitte à faire une reprise chirurgicale, ça paraissait quand même logique d'essayer de faire au moins des ligatures vasculaires au niveau de l'utérus, ce qui aurait permis, normalement je le pense, puisque quand on fait ces ligatures vasculaires, je ne dis pas d'aller jusqu'à ligaturer les hypogastriques, ce qui en cas d'hématome rétropéritonéal est dangereux, mais au moins de faire des ligatures vasculaires au niveau des pellicules utérins, des cornes et des lambeaux ovariens. Et on aurait à ce moment-là, à mon avis, identifié le trait de refend, parce qu'on ne pouvait pas faire de ligature au niveau des pellicules utérins sans dégager un petit peu la vessie et voir. Donc, bien entendu qu'on peut en discuter, mais je reprends ma casquette d'ancien membre du Comité national de la mortalité maternelle. On a la plupart du temps, dans les hémorragies de la délivrance, jugé comme évitables les dossiers où il y avait un retard à la prise en charge chirurgicale, retard souvent dû parce qu'on avait pensé à une embolisation d'abord, voire fait une embolisation et que ça ne marchait pas. Donc de ne pas avoir fait de gestes chirurgicaux simples, déjà au fait des ligatures proches, voire une hystérectomie, bien entendu. Le retard à la décision d'une hystérectomie peut être, du point de vue médical pur, en cause. Est-ce que si cette femme, on lui avait fait une hystérectomie sur le lieu où elle avait eu sa césarienne, est-ce qu'elle avait plus de chances d'être encore vivante? C'est une vraie question, à mon avis. Alors c'est une bonne question, d'autant que l'hystérectomie d'hémostase, est-ce que finalement c'est quelque chose qui est fait et connu par l'ensemble des jeunes gynéco-obstétriciens, puisque si mes informations sont exactes, on en fait de moins en moins finalement. Est-ce que quand je suis chef de clinique en gynéco-obstétrique, est-ce que j'ai une expérience suffisante pour être à l'aise avec cette intervention? Il y a eu différentes enquêtes qui ont été faites et qui montrent que non, justement. Que c'est difficile d'enseigner ces gestes-là parce qu'ils sont très rares. Pour répondre à ta question. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas d'entraînement sur, à ma connaissance, non. D'accord. Donc ça, c'est un vrai problème quand même. Voilà. D'accord. Les téléspectateurs ou téléspectatrices, peuvent faire leurs remarques sur ce sujet. On est tout prêt à entendre. D'accord. Quelqu'un demande, est-ce qu'il y a une quantification des pertes vaginales quand la sage-femme parle de caillotage? Non. Plus. C'est tout ce qu'on a. 3 croix. Moi, je veux rappeler juste sur le segment qu'à un moment donné, vous avez une quantification du segment, mais qu'il y a une cinétique qui va continuer tant qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas arrêté le robinet qui est ouvert finalement. À un temps T, on a 500 ou 600 qui ont été estimés initialement. Et après, on retrouve dans le péritoine une certaine quantité, mais il y a du segment qui continue en permanence. Et donc, on sous-estime souvent la quantité justement de sang à passer. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une cinétique. Et tant qu'on n'a encore une fois pas mis le doigt là où le segment s'est produit, on court après la patiente en termes de transfusion de produits sanguins labiles. Donc, c'est quelque chose qui... il faut le prendre bien sûr comme un élément fondamental, faire des hémo-Q de façon rapprochée, et on a encore fait une expertise d'une histoire qui se passe il y a longtemps maintenant, où il n'y avait pas d'hémo-Q dans l'établissement, et donc on laisse la patiente qui saigne, on ne la laisse pas volontairement évidemment, mais on sous-estime la gravité encore une fois, et c'est que le lendemain matin où les gens vont commencer à s'activer et on va perdre la patiente, évidemment, malheureusement. Et donc, je pense qu'il faut se donner les moyens
de détecter, de prendre en charge ces patientes qui ont des saignements anormaux dès le départ. Encore une fois, il faut se donner tous les moyens à disposition pour quantifier tout ça. Très bien. Donc là, il y avait encore, je pense, une question. C'était donc sur cette question-là. Qu'auriez-vous fait? Alors ça, c'est une question ouverte. Donc je vais la laisser. Qu'auriez-vous fait, vous, dans cette situation, vous, internautes qui nous écoutez? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, personnellement? Donc je pense que vous pouvez taper votre réponse qu'on aura sur la tablette. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce stade-là, Alain? Ce qu'on peut dire, pour poursuivre ce que je disais des actes chirurgicaux, à partir du moment où la patiente est arrivée au CHU et qu'elle est reprise et qu'on identifie le trait de refend, c'est normal là de ne pas faire d'hystérectomie. On a identifié le saignement et en fait, il est trop tard par rapport à la gestion de l'hémodynamique. Donc, les réflexions que j'ai portées sont sur le lieu de la césarienne, c'est-à-dire que dans l'expérience du Comité national mortalité maternelle, on s'est toujours posé la question de savoir, et si on avait fait une hystérectomie ou des ligatures vasculaires sur le lieu, parce que la ligature, l'état hémodynamique ne permettait pas le transport, est-ce qu'on aurait amélioré la situation? Et les réponses, dans la grande majorité des cas qu'on a donnés, c'est une analyse qui peut être critiquée, hein, mais c'était que, en effet, ça aurait peut-être pu changer. Et on a eu plusieurs expertises, dont une, je crois, ensemble, Laure, une fois, où ça avait été reproché aussi. Alors, dans les questions là, que je vois, c'est un commentaire. C'est vrai que lorsqu'on reprend la patiente, il faut qu'à la fermeture, ce soit parfait, mais ce n'est pas toujours bien visible en cas d'hypotension ou de choc hémorragique. Je pense que ça, on est tous d'accord. Mais il faut faut tenter faut se donner les moyens de regarder. Oui. Et on peut effectivement passer à côté. Se faire aider par un chirurgien viscéral, si c'est possible, peut être une solution. Oui. Ça, c'est incontestable, mais on n'a pas toujours sous la main le chirurgien viscéral. Ça peut être prévu dans le protocole aussi. C'est ça, il faut le prévoir à l'avance. Est-ce que je peux interrompre à ce moment-là? Évidemment. Parce qu'il faut se donner les moyens et il faut surtout, dans vos comptes rendus opératoires, pouvoir retrouver un petit peu tous ces éléments, la démarche que vous avez faite pour pouvoir expliquer à la famille d'abord, hein, parce que c'est des dossiers qui sont émotionnellement compliqués, et à l'expert qui souhaitera savoir si la technique a été correcte, de redécrire précisément votre prise en charge. Donc à ces moments-là, la rédaction des comptes rendus est absolument fondamentale. Alors, qu'auriez-vous fait? J'ai un certain nombre de réponses qui ont été proposées. Transfusion plus rapide, reprise chirurgicale plus précoce et dans un cas catastrophique chez une deuxième part, faire une hystérectomie d'hémostase permettant peut-être de sauver la patiente. Remplissage vasculaire hexacyle, noradrénaline, transfusion globulaire PFC plaquettes, transfusion plus rapide, reprise chirurgicale car patiente instable, fermeture que 6 segments stoppés, on l'a dit, hexacyle, fibrinogène, canoca de remplissage, mettre la noradrénaline, ça a été fait, reprise chirurgicale parce que patient instable, fermeture que 6 segments stoppés, bon, ça, évidemment. Il y en a d'autres qui disent que le remplissage vasculaire n'a pas été suffisant. Nos patientes passent obligatoirement en SSPI avec une infirmière, donc communication plus rapide et transfert aussi, c'est vrai. Mais il y a le cas qu'on jugeait par exemple récemment. À l'époque, la SSPI, ça a été reproché à l'établissement d'ailleurs, fermée à 18h. Et donc il n'y avait pas possibilité. Cela dit, la patiente a été mise en unité de surveillance continue avec une sage-femme qui passait régulièrement. Ouais. Ça, moi, je trouve que c'est une option. Quand il y a un problème, si on a une USC dans l'établissement, je pense que la sage-femme passe régulièrement l'examiner, etc., que ce soit bien noté, parce qu'il y a un problème de traçabilité évident dans le cas auquel je pense, c'est vraiment fondamental. Après, ligature vasculaire, voire hystérectomie d'hémostase, renfort, évidemment, remplissage vasculaire amine, on l'a déjà dit, acide tranexamique, sans retarder la prise en charge au bloc opératoire. Réchauffement, c'est fondamental, on n'a pas insisté, bien entendu. Le réchauffement, vous le verrez évidemment dans les aides cognitives, vous savez que l'hémostase
va pas pouvoir se faire correctement lorsque la patiente se refroidit. C'est valable pour un patient aussi également, puisque les processus enzymatiques sont bloqués par l'hypothermie, donc il faut réchauffer les patients. C'est quelque chose d'important, je vous remercie de l'avoir dit. Ensuite, il y a appel à l'aide, suivre la fiche cognitive, évidemment. Donc voilà, en gros, on tourne toujours autour de la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des choses à faire qui auraient pu éviter l'issue fatale que la patiente a connue. On peut... oui, vas-y Alain. Passer à la suite, parce qu'il est quand même 28, là, c'est ça, je crois. Alors, tu veux commenter alors le rapport alors voilà le rapport d'expertise. La dernière, c'est que si vous aviez été expert, déjà ce que vous auriez pu, mais ça correspond un petit peu aux réponses que vous avez données. Et le rapport d'expertise dans ce dossier particulier a retenu un défaut d'information à l'encontre du gynécologue obstétricien qui a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter la césarienne de 50%. Ça, c'est un premier grief qui a été retenu, d'où le conseil que nous délivrions en amont de donner l'information. Les alternatives doivent être évoquées à la patiente et elle doit y consentir de manière éclairée. C'est ce que dit la loi, la jurisprudence, et là-dessus, tout le monde est d'accord. Et il faut donner cette information et encore faut-il la tracer également si vous voulez rapporter la preuve de ce que cette information a bien été délivrée, la tracer dans le dossier. Les experts ont également retenu un défaut de prise en charge qui est à l'origine de 30% d'éviter le décès. Ce dossier a été évoqué dans le cadre d'une procédure d'indemnisation devant la CCI qui, sur la base du rapport d'expertise, a considéré que, d'abord, évidemment, l'hémorragie de la délivrance est un accident médical non fautif qui ouvrait droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 5%. Le défaut d'information et de prise en charge de cette hémorragie a été responsable de 70% du dommage du décès, donc, et le défaut de prise en charge de la sage-femme de 25%. Donc on aura 5% mis à la charge de l'ONIAM, 25% mis à la charge de l'établissement de santé du fait de la sage-femme, et les 70% seront... L'obstétricienne. Oui, dans ce dossier-là, particulier, seule la gynécologue obstétricienne a vu sa responsabilité retenue. On l'a dit, parce que le but de ce dossier et les analyses a posteriori, c'est toujours facile de faire des analyses a posteriori. Quand vous êtes en charge et au bloc, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées, mais on considère qu'a posteriori, le médecin anesthésiste réanimateur s'en est plutôt bien sorti. On considère que, oui, c'est ça. On considère que c'était plutôt l'ensemble de l'équipe qui était en cause, quoi. Si j'ai bien compris ce que tu expliquais. En tout cas, ça aurait pu. En tout cas, il y a des griefs et il y a des choses qu'on peut revoir. Après, il faut déterminer si ces choses-là sont à l'origine du dommage, si ça aurait pu éviter. Mais quand on voit bien, typiquement sur ce genre de dossier, que chacun fait quelque chose et que tout ça, mis bout à bout, entraîne la catastrophe au final. Alors là, il y a une question en période de vacances, juillet par exemple, moi j'aurais dit août parce que vraiment tout s'arrête. Quand l'anesthésiste est seul sur l'établissement, à qui demander? Il peut demander du renfort. Au SAMU. Alors ça peut être une des réponses. Il y a toujours un autre anesthésiste en général qui consulte aussi. Je pense qu'il faut vraiment penser, si on est la journée, évidemment la nuit, c'est plus compliqué, on l'a dit déjà précédemment. Mais je pense que l'anesthésiste qui va venir en renfort la plupart du temps et qui est assez bien positionné en général, c'est l'anesthésiste qui fait les consultations la journée. Il faut vraiment y penser systématiquement. Il lâche sa consultation et il vient donner un coup de main. Là, il y a la vie d'une femme relativement jeune qui est en jeu. Il faut se donner les moyens d'arrêter la consultation, on la reprendra après. Les patients comprendront que l'anesthésiste part pour aller prêter main forte à un de ses collègues sur les situations d'urgence, il n'y a aucun problème. Encore une fois, la démarche principale et primordiale, c'est de penser à solliciter du renfort et de le noter. Si ce renfort est impossible compte tenu de la conjoncture, de la situation actuelle, dont acte, mais en tout cas, on ne pourra pas reprocher au médecin, que ça soit d'ailleurs le gynéco qui appelle le chirurgien, l'anesthésiste un autre anesthésiste, c'est-à-dire que
on essaye par tous les moyens d'obtenir du renfort. Si pour X ou Y raisons qui sont indépendantes du praticien, ce n'est pas possible. Mais néanmoins, il aura mis en œuvre, parce que c'est ça, c'est une obligation de moyens, on doit mettre tous les moyens à sa disposition pour assurer la meilleure des prises en charge. Et à partir de ce moment-là, on ne pourra pas reprocher grand-chose aux praticiens concernés. Donc on a mis en évidence des problèmes de communication, des problèmes de gestion qui étaient sous-optimales à la fois pour l'obstétricien, mais j'ai envie de dire pour l'anesthésiste aussi, on aurait pu lui reprocher également des choses dans la gestion qu'il a eue, on en a discuté suffisamment ensemble. Donc il faut respecter les protocoles, les avoir à disposition, suivre les aides cognitives avec tout ce qu'il y a dedans et qu'on a répété ensemble inlassablement. C'est fondamental d'organiser les choses pour que les moyens soient à la hauteur de la situation. Mais écoutez, je crois... Conseil, on n'a pas une... Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je pense que c'est important de conclure là-dessus. Absolument. Alors, la nécessité de communication, on l'a dit, entre les membres de l'équipe qui pourrait faire revoir le pourcentage de responsabilité des praticiens et entraîner une responsabilité du MAR, on vient de le dire. Le respect des règles de prescription, le Nalador, ça c'est de façon générale, c'est-à-dire qu'il faut, dès lors qu'on sort du Nalador, de toute façon, les équipes ont déjà été prévenues qu'il y avait quelque chose qui se passait et on est déjà à un stade où on a normalement ameuté tout le monde. Rappeler les recommandations en matière de gestion du choc hémorragique et de l'existence au sein de la maternité d'un protocole de prise en charge de l'hémorragie de la délivrance avec un circuit des produits sanguins labiles définis à l'avance, des numéros de téléphone qui ont été vérifiés pour être sûr que quand on téléphone à tel numéro, on a effectivement l'établissement français du sang ou effectivement le numéro qu'on veut obtenir. Tout ça doit être vraiment fait de manière très systématique. Nécessité d'une RMM, alors ça a été fait dans le cas de l'expertise qu'on évoque aujourd'hui. Je pense que c'est fondamental parce que ça montre que l'équipe s'est préoccupée d'essayer de comprendre ce qui s'était passé et d'essayer de s'améliorer. Quand on arrive en expertise et qu'il n'y a pas eu de RMM faite et que c'est mis en évidence par les experts qui posent des questions, eh bien, ça donne là encore un sentiment de, finalement, la dame est quand même décédée, on n'a pas fait de RMM, finalement, ça nous préoccupe assez peu, ou alors ils attendent l'expertise pour faire la RMM plus tard, tu pourras peut-être dire un mot là-dessus, mais je pense que la RMM, c'est réellement une façon de montrer qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé, qu'on essaye de mettre les barrières pour que ça ne se reproduise plus. La délivrance de l'information et sa traçabilité, on a insisté là-dessus, la traçabilité souvent... et l'absence de traçabilité met les praticiens dans des difficultés et on ne peut qu'insister là-dessus, tracer. Laure, tu veux peut-être faire un petit commentaire ? Je voulais terminer pour indiquer que dans ce type de dossier tout particulièrement, les enjeux sont importants. C'est des dossiers qui sont émotionnellement très lourds à gérer. D'abord pour la famille. On n'en a pas parlé dans tous les éléments, mais on a aussi, après tout ça, l'annonce à la famille, et donc ne pas se cacher derrière sa blouse et au contraire aller à l'avant des familles pour pouvoir dialoguer, expliquer les choses pour qu'ils puissent comprendre, parce que c'est aussi ça qui peut permettre, on est dans le cadre de la prévention et gestion du risque, donc c'est aussi ce dialogue avec la famille qui peut amener à réduire en tout cas les plaintes, et parce que en fait, la plainte est souvent initiée par des questionnements et des interrogations qui restent pour la famille. Je crois que pour une équipe, il n'y a rien de pire qu'un décès au bloc et une jeune maman qui décède, donc l'équipe aussi est tout à fait ébranlée, et donc la gestion de cette expertise est particulière, elle doit être bien préparée, et tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui en amont, c'est pour vous préparer à tout ça. C'est-à-dire que moi, je suis une grande optimiste et je suis ravie aujourd'hui d'entendre qu'on est passé maintenant qu'on est passé de 1 à 3, c'est-à-dire que les progrès et que tout ce qu'on fait depuis toutes ces années est entendu et mis en place, et qu'on a quand même progressé sur cette hémorragie de la délivrance, cause de décès maternel en France aujourd'hui. On a encore pas mal de choses à faire, mais très sincèrement, je pense qu'on peut encore gagner du terrain et des places dans ce classement avec un respect des protocoles et un protocole clair, établi, affiché, que tout le monde connaît. Chacun doit savoir quel est son rôle, quelle est sa place, à quel moment intervenir, et ne pas être seul. C'est ce que je disais, je le répète parce que c'est un élément déterminant.
parce que le seul élément qui vous restera a posteriori pour démontrer que votre prise en charge a été adaptée, c'est votre dossier médical. Et donc, ne pas hésiter à avoir du renfort pour tracer, parce que la plupart du temps, les soins sont diligents. C'est-à-dire que ce soit le gynéco, le chirurgien, la sage-femme, tout, ils mettent en œuvre la majorité des choses pour pouvoir survenir à cette difficulté. Mais il manque des éléments dans le dossier. À partir de ce moment-là, on sera plus serein pour aborder l'expertise parce qu'on pourra répondre précisément aux questions de la famille et leur expliquer que malheureusement, on a tout fait et qu'on n'a pas pu, malgré tout ça, éviter le décès, ce qui permettra d'apaiser également largement les familles et les équipes qui seront soudées face à cette gestion du choc hémorragique. Donc, il y a encore des choses à faire, mais on est quand même plutôt sur la bonne voie. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui. Alain, est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Non, si, un message qui est un petit peu le même, mais ce que dit Laure est parfait, mais moi je voudrais insister sur le fait qu'il faut être conscient de l'endroit dans lequel on travaille et des possibilités dans lesquelles nous sommes, parce que c'est quand on est dans un établissement où on est le moins habitué à avoir, ou en termes de fréquence, d'avoir la survenue d'un risque très important, qu'on n'a pas les réflexes qui peuvent permettre éventuellement d'éviter. Donc il faut adapter sa prise en charge au lieu où nous sommes et aux gens avec qui on est. Parfait, nous arrivons donc au terme de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Laure, merci Alain. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission et des précédentes sur le site Branchet Solutions. L'actualité des émissions Branchet TV est sur notre Instagram Branchet-8 TV. Rendez-vous la semaine prochaine, le 22 février, pour une émission qui sera dédiée à l'antibioprophylaxie chirurgicale avec le docteur Olivier Leroy et moi-même. Et vous savez que c'est un sujet d'actualité avec les orthopédistes qui ont réagi sur certaines recommandations. Donc je pense qu'il y aura encore une fois beaucoup d'anesthésistes, réanimateurs et de chirurgiens qui seront de différentes spécialités pour comprendre un petit peu mieux ces recommandations et voir quels sont les problèmes posés par un certain nombre d'entre elles. Je vous rappelle juste que les recommandations peuvent évoluer, que ce n'est pas quelque chose de statique et que c'est en discutant avec vous qu'on arrive à faire avancer les choses. Restez également connectés après le générique parce que Mathieu Clauson a un message à vous transmettre. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Si vous n'avez pas pu assister aux 2 premiers lives dédiés à l'anesthésie pédiatrique, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de Branchet Solutions. Notez déjà la date de notre 3e rendez-vous avec le professeur Isabelle Constant autour de la prise en charge de l'amidalectomie chez l'enfant. Nous détaillerons les complications les plus fréquentes, saignements, douleurs, nausées, vomissements, mais aussi la problématique du recours à un centre de référence. Informez et invitez vos IAD à participer en s'inscrivant sur le site de Branchet Solutions. Cette formation contribue en effet à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. Je vous retrouve le mercredi 6 mars à 19h30.